Bonjour. Notre intervention est intitulée aujourd'hui La philosophie de Francis Bacon entre humanisme et méthodisme. Introduction. Francis Bacon est né le 22 janvier 1561 à York House, Londres, l'Angleterre. Décédé le 9 avril 1626 à Londres. Lord chancelier d'Angleterre 1618-1621. Avocat, homme d'État, philosophe et maître de langue anglaise. On se souvient de lui en termes littéraires pour la sagesse mondaine pointe de quelques dizaines d'essais par des étudiants en histoire constitutionnelle pour son pouvoir en tant que président du Parlement et dans des processus célèbres et en tant que Lord chancelier de Jacques Ier et intellectuellement en tant qu'homme qui revendiquait toutes les connaissances comme sa province et après une étude magistrale préconisait d'urgence de nouvelles façons par lesquelles l'homme pourrait établir un contrôle légitime sur la nature pour le soulagement de son domaine. Précurseur de la méthode expérimentale, il influencera Descartes et Leibniz. Il apparaît comme un philosophe rationaliste, et ceci avant Kant. Le source de sa pensée, il rend avant Descartes avec le scolastisme scolastique et donc avec Aristote. Il est un admirateur de Machiavel. Les principales œuvres, l'avancement des sciences 1605, Novo Morganum 1620 et la Nouvelle Atlantique 1627. C'est un livre politique, dans le domaine politique. Maintenant, sans être lui-même à proprement parler un savant, Bacon, Francis, a très bien compris l'esprit de la science naissante. En ce sens, il influencera Descartes et Leibniz. Réaliste, il théorise une science ayant pour but l'efficacité et ne sépare jamais l'esprit scientifique de l'esprit technique. On ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant, c'est-à-dire que toute maîtrise de la nature suppose une connaissance de ses lois. Connaître les lois de cause à effet permet de le transposer en une relation moyen-fin. Pour le dire autrement, on peut transformer les faits si on parvient à transformer la cause. L'observation de choses telles qu'elles sont est la première des conditions pour faire progresser le savoir. Encore faut-il pour cela dépasser un certain nombre d'obstacles que Bacon appelle idoles et qui égaraient l'intelligence humaine. Ces obstacles sont au nombre de quatre. Les idoles de la tribu sont les préjugés communs à tous les hommes. Par exemple, la propension à se fier aux premières impressions, au sens à élaborer de connaissances à partir de ses désirs, de ses passions. Les idoles de la caverne, par allusion à l'allégorie de la caverne de Platon, sont plus individuels. Ce sont les préjugés individuels qui tiennent à notre hérédité, notre éducation, les événements de notre vie. Troisièmement, les idoles de forum, de la place publique. De loin le plus haïssable procédé de langage. Nous croyons vrai tout ce que nous sommes, nous nommons, nous croyons vrai tout ce que nous nommons. Le langage de Colomb lui-même des représentations populaires, par exemple le mot chance, nous incline à croire qu'il existe une force qui influence réellement les événements. L'imprécision du langage nous conduit à des erreurs sur la nature des choses. Les idoles, quatrièmement, les idoles du théâtre sont les illusions issues du système philosophique. Mettre en forme le savoir donne l'impression qu'il est plus complet qu'il ne l'est en réalité. Voilà pourquoi il faut mieux présenter le résultat de travaux sous forme de fragments. Les idoles
exorcisé, il faut laisser place à l'observation. Une nouvelle logique fondée sur l'expérience doit remplacer la méthode aristotélicienne du syllogisme. Il faut répertorier, classer les faits pour énoncer des hypothèses qui doivent elles-mêmes être vérifiées par ce que Bacon appelle les expériences cruciales, c'est-à-dire des expériences susceptibles de trancher de façon décisive entre deux hypothèses opposées d'explication. Toute expérience doit être faite la plume à la main de façon à être communiquée à la communauté. Ainsi, chacun pourra refaire. Pour en vérifier l'exactitude, l'expérience est une répartition collective de travail scientifique deviendra possible. La science ne constitue pas en un seul siècle, mais se pose de temps. L'État doit créer les institutions nécessaires à ce développement. Le but de la science doit être en effet le bien du genre humain. Il faut séparer l'ordre de la science de celui de la religion. Cette thèse a vraisemblablement influencé Galilée. Bacon préconise aussi la tolérance religieuse et affirme que ces superstitions est plus désastreuse que l'athéisme, qui au moins ne perturbait pas l'État. Le but de toute politique étant en fait la paix sociale. Il ne faut pas irriter le peuple. Il faut veiller à l'accroissement du bien-être, le progrès scientifique en tant que le moyen. Pensée et écrit de Francis Bacon, le fond intellectuel. Bacon apparaît comme un penseur inévitablement original pour plusieurs raisons. En premier lieu, il écrivait au début du XVIIe siècle, dans une sorte de vide philosophique en ce qui concerne l'Angleterre. Le dernier grand philosophe anglais, Guillaume d'Occam, était mort en 1347, 2 siècles et demi avant l'avancement de savoir. Le dernier philosophe vraiment important, Jean Wycliffe, est mort peu de temps après en 1384. Le XVe siècle avait été intellectuellement prudent et torpide, levé seulement par les premières petites importations d'humanisme italien par des dilettantes aussi cultivés que Humphrey Plantagenet, duc de Gloucester, et Jean Tiptoff, comte de Worcester. Le platonisme chrétien de la Renaissance s'affirme au début du XVIe siècle dans le cercle des amis anglais d'Erasme, le soi-disant réformateur d'Oxford, Jean Colet, William Crossan et Thomas More. Mais cette initiative se combat au délire ecclésiastique de l'époque. La philosophie n'a pas ressuscité jusqu'à que Richard Hawker, dans les années 1590, présente sa version anglicane modérée du rationalisme thomiste sous la forme d'une théorie de l'implantation de l'Église élisabéthaine. Cela s'est passé quelques années avant que Bacon ne commence à écrire. En Angleterre, 3 systèmes de pensée prévalaient à la fin du XVe siècle: la scolastique aristotélicienne, l'humanisme savant et esthétique et l'occultisme. L'orthodoxie aristotélicienne avait été réanimée dans l'Europe catholique romaine après que le Concile de Trente et la contre-réforme aient donné autorité à la production massive de théologiens et philosophes espagnols du XIVe siècle. Francisco Zoras. En Angleterre, l'apprentissage est resté en général formellement aristotélicien, mais si certains critiques de la logique d'Aristote avaient atteint Cambridge à l'époque où Bacon était étudiant au milieu des années 1570, mais
Une telle critique recherchait la simplicité dans un souci d'efficacité rhétorique, et non comme devait le faire la critique de Bacon dans l'intérêt d'une connaissance substantielle et pratiquement utile de la nature. La tradition humaniste chrétienne de euh, Plutarque, Lorenzo Valla et plus récemment d'Erasme était une force active. Contrairement à la cesse orthodoxe, cette tradition, à certains égards, tendait à glorifier le monde et ses plaisirs, à favoriser la beauté de l'art, du langage et de la nature, tout en restant relativement indifférente à la spéculation religieuse. Euh, L'attirance pour la beauté de la nature, cependant, si elle n'en causait pas, s'accompagnait en tout cas d'une négligence et d'un dédain pour la connaissance de la nature. Sur le plan pédagogique, il a favorisé la séparation nette entre les sciences naturelles et les sciences humaines qui persiste depuis. Philosophiquement, elle était sceptique. C'est récent, notamment dans le cas de Montaigne et de la redécouverte de 1562 de l'étude exhaustive de Sextus Empiricus sur le scepticisme de la pensée grecque après Aristote. Le troisième courant de pensée anglais important dans le monde dans lequel Bacon est né était celui de l'occultisme ou ésotérisme, c'est-à-dire la recherche d'analogies mystiques entre l'homme et le cosmos, ou la recherche de pouvoirs magiques sur le processus naturel, comme dans l'alchimie et la concoction d'élixirs et des panacées. Et bien que son représentant le plus célèbre, Paracélès, fut allemand, l'occultisme était bien enraciné en Angleterre, faisant appel au style individualiste de la crédulité anglaise. Robert Flood, le principal occultiste anglais, était un contemporain expérimentif de Bacon. Bacon lui-même a souvent été considéré comme une sorte d'occultiste, et encore plus discutable comme un membre de l'ordre rosicrucien. Mais le type d'imagerie naturelle qu'il a épousé et annoncé était tout à fait différent de celui de l'ésotérisme philosophe. Il y a un quatrième mode de pensée de la Renaissance en dehors de l'Angleterre avec lequel la pensée de Bacon avait une certaine affinité, comme celle des humanistes. Elle s'inspire de Platon, au moins dans une certaine mesure, mais d'une autre partie de sa pensée, à savoir sa cosmologie. C'était la philosophie de la nature audacieusement systématique de Nicolas Ducuse et d'un certain nombre d'Italiens, en particulier Bernardo Tolizio, Francisco Battisti, Tommaso Campanella et Giordano Bruno. Nicolas Ducuse et Bruno étaient très spéculatifs, mais Telesio et jusqu'à un certain point Campanella ont affirmé la primauté de la perception sensorielle d'une manière que Bacon devait plus tard élaborer formellement et systématiquement. Il considérait la connaissance de la nature comme une question d'extrapolation à partir de découvertes de sens. Il y a aucune allusion à ces pensées dans les écrits de Bacon, mais bien qu'il fût moins avantageux que sur le plan métaphysique. Il partageait avec eux la conviction que l'esprit humain est propre à la connaissance de la nature et doit la tirer de l'observation et non d'un raisonnement abstrait. Le schéma de Bacon. Bacon a élaboré un plan ambitieux pour une œuvre complète qui devait paraître sous le titre de La Grande Instauration. Mais comme beaucoup de ses projets littéraires, elle n'a jamais été achevée. Sa première partie de Augmentus Scientiarum
paru en 1623, est une version élargie et latinisée de son ouvrage antérieur The Advancement of Learning, publié en 1605, le premier livre philosophique vraiment important à être écrit en anglais. Euh, les De Argumentiarum contient une division de sciences, un projet qui n'avait pas été entrepris dans un grand but depuis Aristote et dans une moindre mesure depuis le stoïcien. La deuxième partie du chemin de Bacon, Novum Organum, qui avait déjà paru en 1720, donne de vraies directives concernant l'interprétation de la nature. En d'autres termes, un compte rendu de la méthode correcte de l'acquisition de connaissances naturelles. Ce que Bacon croit être sa contribution la plus importante, c'est le corps d'idées auquel son nom est le plus étroitement associé. Le champ de connaissances possibles ayant été cartographié dans Argumentis Scientiarum. La méthode appropriée pour leur culture a été exposée dans Novum Organum. Troisièmement, il y a l'histoire naturelle, le registre de matière, des faits naturels observés qui est la matière première indispensable de la méthode inductive. Bacon a écrit des histoires dans ce sens, de vent, de la vie, de la mort, de danse et de rare. Et vers la fin de sa vie, il travaillait sur son Silvarum. Or, une naturelle histoire, forêt de forêt. On fait une collection de collections, un mélange un peu acritique. Quatrièmement, il y a l'échelle de l'intellect consistant en des exemples soigneusement élaborés de la méthode baconienne en application le plus réussi étant le récit exemplaire dans Novum Organum, de façon dont cette table inductive montre que la chaleur est une sorte de mouvement de particules. Cinquièmement, il y a le précurseur des connaissances scientifiques obtenues par des méthodes de bon sens pré-baconiennes. Sixièmement, et enfin, il y a la nouvelle philosophie, où la science elle-même, considérée par Bacon comme une tâche pour les générations futures, armées de sa méthode, avançant dans toutes les régions de découverte possibles et énoncées dans l'avancement de l'apprentissage. La merveille n'est pas tant que Bacon n'ait pas achevé cet immense dessein, mais qu'il soit allé aussi loin qu'il l'a fait. Les idoles de l'esprit. Dans le premier livre du Nouveau Morgano, Bacon discute de causes de l'erreur humaine dans la poursuite de la connaissance. Aristote avait discuté des erreurs logiques que l'on trouve couramment dans le raisonnement humain, mais Bacon était original en regardant derrière les formes du raisonnement jusqu'aux causes psychologiques sous-jacentes. Il a inventé la métaphore de l'idole pour désigner de telles causes d'erreur humaine. Bacon distingue quatre idoles en principale variété de prédisposition à l'erreur. Les idoles de la tribu sont certains défauts intellectuels universels à l'humanité, ou de moins très communs. L'un, par exemple, est une tendance à la simplification excessive, c'est-à-dire à supposer par souci d'ordre qu'il existe plus d'ordre dans un champ d'investigation qu'il n'y en a réellement. Un autre est une propension à être trop influencé par des événements particulièrement soudains ou passionnants qui ne sont en fait pas représentatifs. Les idoles de la caverne sont les particularités intellectuelles des individus. Une personne peut se concentrer sur les ressemblances, une autre sur les différences entre les choses. L'un peut s'attacher aux détails, l'autre à la totalité. Les idoles du marché sont le sorte d'erreur dont le langage est responsable. Cela a toujours été un trait distinctif de la philosophie anglaise de souligner la nature peu fiable du langage qui est considéré nominalement comme une improvisation
humaine. Le nominaliste soutenait que même si le pouvoir de la parole est donné par Dieu, c'est Adam qui a nommé le bête et ainsi donné à ce pouvoir sa réalisation concrète. Mais le langage, comme d'autres réalisations humaines, participe des imperfections humaines. Bacon était particulièrement préoccupé par la superficialité de distinctions établies dans le langage courant, par lesquelles deux choses fondamentalement différentes sont classées ensemble. Euh, et de choses fondamentalement similaires sont distinguées. Mais il était également préoccupé, comme le critique ultérieur du langage, par la capacité de mots à entraîner les hommes dans la discussion sur le non-sens. Euh, Cet aspect de la pensée de Bacon a été presque aussi influé que son écrit de la connaissance naturelle, inspirant une longue tradition de rationalisme sceptique. De Lumière au positivisme contient le XIXe siècle, au positivisme logique au XXe siècle. Le quatrième et dernier groupe d'idoles est celui des idoles du théâtre, c'est-à-dire du système erroné de philosophie au sens le plus large, baconien de terme, dans lequel il embrasse toutes les croyances à quelque degré de généralité que ce soit. La polémique critique de Bacon sur les idoles du théâtre est vive, mais philosophiquement pénétrante. Il parle par exemple des vaines affections des humanistes, mais elle n'était pas un sujet trop propice propice à sa critique. Les humanistes étaient vraiment des anti-philosophes qui tournaient, non, sans raison, leur attention vers des questions non philosophiques en raison de l'apparente incapacité des philosophes à arriver à des conclusions généralement acceptées ou utiles. Bacon a son mot à dire sur la philosophie sceptique à laquelle les humanistes ont fait appel lorsqu'ils ont ressenti le besoin, dans la mesure où le scepticisme implique des doutes sur le raisonnement déductif. Il n'a rien contre lui, dans la mesure où elle s'applique non pas à la raison, mais à la capacité de sens à fournir à la raison des prémices fiables sur lesquelles travailler, il l'écarte trop facilement. L'attaque de Bacon contre l'orthodoxie scolastique est étonnamment rhétorique. Il se peut qu'il se posa déjà suffisamment de discrédit par son caractère incurablement contestable ou à son avis, il s'agissait d'une technique largement verbale pour la prolongation indéfinie d'un argument non concluante par l'établissement de distinctions artificielles. Il y a une certaine conscience de faiblesse centrale de la science aristotélicienne, à savoir sa tentative de tirer des conclusions substantielles des prémices qui sont intuitivement évidentes. Il soutient que les axiomes apparemment évidents ne sont ni clairs ni indiscutables. Le désaccord le plus fructueux de Bacon avec le scolastique peut être sa conviction que la connaissance naturelle est cumulitative, un processus de découverte et non de conservation. Vivons à une époque où de nouveaux mondes ont été découverts sur Terre. Il a pu se libérer de l'idée que tout ce que les hommes avaient besoin de savoir avait déjà été révélé dans la Bible ou par Aristote. Contre l'apprentissage fantastique des occultistes, Bacon a soutenu que les rapports individuels sont insuffisants, d'autant plus que les hommes sont émotionnellement prédisposés à créditer l'étrangeté intéressante. Les observations dignes détaillées, les théories doivent être répétables.
Bacon a défendu l'étude de la nature contre ceux qui le considéraient comme basse ou dangereuse. Il a plaidé pour une procédure coopérative et méthodique et contre l'individualisme et l'intuition. Maintenant, le classement de sciences par Bacon, chez Bacon. Le livre 2 de l'avancement de l'apprentissage et le livre 4 de Agmonti Scientiarum contiennent une systématisation approfondie et détaillée sans précédent de toute la gamme de connaissances humaines. Bacon commence par distinguer trois facultés, la mémoire, l'imagination et la raison, auxquelles sont respectivement assignées l'histoire, la poésie et la philosophie. L'histoire a un sens inclusif. Il signifie toute connaissance des faits singuliers du temps individuel. Poésie est une histoire feinte et n'est pas du tout considérée comme cognitive et donc vraiment hors de propos. Après avoir subdivisé superficiellement la poésie en formes narratives, représentatives ou dramatiques et allusives ou paraboliques, Bacon ne lui accorde plus aucune considération. L'histoire se divise en histoire naturelle et civile. La catégorie civile comprenait aussi l'histoire ecclésiastique et littéraire, qui pour Bacon est vraiment l'histoire des idées. L'histoire fournit la matière première de la philosophie, c'est-à-dire de la connaissance générale, qui en découle inductivement, bien que Bacon proclame l'applicabilité universelle de l'induction. Il la traite lui-même presque exclusivement comme un moyen de connaissance naturelle et ignore son application civile ou sociale. Deux autres distinctions générales doivent être mentionnées. Le premier est entre le divin et le profane. La plupart des connaissances divines doivent provenir de révélations. Et la raison n'a rien à voir avec cela. Il existe une chose telle que la philosophie divine, ce qu'on a appelé plus tard la théologie rationnelle ou naturelle. Mais sa seule tâche et sa seule compétence est de prouver qu'il y a un Dieu. La deuxième distinction, plus omniprésente, se situe entre les disciplines théoriques et pratiques, c'est-à-dire entre les sciences proprement dites et les technologies ou arts. Bacon reconnaît ce qu'il appelle la première philosophie, qui est laïque mais non confinée à la nature ou à la société. Il s'agit de principes tels qu'ils sont communs à toutes les sciences. La philosophie naturelle se divise en sciences naturelles en tant que théorie d'une part, et la discipline pratique consistant à appliquer les découvertes des sciences naturelles au relief de la succession de l'homme. D'autre part, qu'il décrit à tort comme de la magie naturelle. La première est l'inquisition de causes, la seconde, la production de faits. Pour subdiviser encore plus, la science naturelle est composée de la physique et de la métaphysique. Comme Bacon l'entend, la physique, dans son interprétation, est la science de corrélation observable. La métaphysique est la science la plus théorique des facteurs structurels sous-jacents qui expliquent les régularités observables. Chacun a son partenaire pratique ou technologique, celui de la physique et la mécanique, celui de la métaphysique, la magie naturelle. C'est à ce dernier qu'il faut s'adresser pour la véritable transformation de la condition humaine par le progrès scientifique. La mécanique n'est que des leviers et des poulies. Les mathématiques sont vues par Bacon comme un auxiliaire des sciences naturelles. De nombreux philosophes des sciences ultérieures seraient d'accord, comprenant qu'il s'agit d'un moyen logique d'exprimer le contenu de propositions scientifiques ou d'extraire une partie de ce contenu.
Et Bacon n'est pas clair sur la façon dont les mathématiques devaient être au service de la science. Il ne se rend pas compte que la physique galiléenne se développant de son vivant était entièrement de forme mathématique. Bacon, de ces trois tables inductives, s'intéresse aux variations de degrés corrélées, tandis que les autres concernaient les ressemblances et les différences de nature. Il n'a vraiment aucune idée de rôle déjà établi en sciences de la mesure numérique exacte. Bacon est assez superficiel sur la philosophie humaine. Quatre sciences du corps, quelque peu étrangers, sont esquissées. La médecine, la cosmétique, le sport et les arts voluptueux. Les sciences de l'esprit, la logique et l'éthique sont pratiques, constituées d'ensemble de règles pour la gestion correcte du raisonnement et de la conduite. Son contrepartie théorique suggérée. Bacon est conventionnellement irréfléchi sur la vérité morale, se contentant de s'appuyer sur les délivrances de la longue séquence historique des moralistes, non perturbés par leurs désaccords les uns avec les autres. Bacon représente la philosophie civile de la même manière pratique et non curieuse. Il comprend non seulement l'art de gouverner, mais aussi la conversation ou l'art de la persuasion et la négociation ou la prudence, sujet de proverbes, et dans une large mesure de ses propres essais. En principe, Bacon a été attaché à l'idée que les êtres humains et la société sont aussi bien adaptés à l'étude inductive en termes du XXe siècle, à l'étude scientifique que le monde naturel. Pourtant, il dépeint les études humaines et sociales comme le domaine de rien de plus raffiné que le bon sens. C'est bien sûr un exploit de le sortir de la religion et de le faire sans provocation inutile. Mais dans sa conception, il restait des arts pratiques, son corps de soutien de théories scientifiques pour le ratifier. Il appartenait à Thomas Hobbes, un temps secrétaire de Bacon, de développer des systèmes complets de sciences humaines et sociales. La pratique de Bacon, cependant, était meilleure que son programme. Dans ses écrits sur l'histoire et le droit, il est allé au-delà du lieu commun de la chronique et des précédents et s'est engagé dans l'explication et la théorie. La nouvelle méthode, selon chez Francis Bacon. Le cœur de la philosophie des sciences de Bacon est le récit des raisonnements inductifs dans le livre 2 de Novum Organon. Le défaut de tout le système antérieur de croyance sur la nature, selon lui, réside dans le traitement inadéquat de propositions générales à partir desquelles les déductions ont été faites, soit il étayé le résultat d'une généralisation précipitée à partir d'un ou deux cas, soit-il étayé supposé sans critique et être évident sur la base de leur familiarité et de leur acceptation générale, c'est-à-dire l'accumulation patiente de généralisation bien fondée de degrés de généralité sans cesse croissants. Cette méthode aurait l'effet bénéfique de desserrer l'emprise sur l'esprit des hommes de concepts quotidiens mal construits qui effacer les différences importantes et ne parviennent pas à enregistrer les similitudes importantes. Le point crucial réalisé par Bacon est que l'induction doit fonctionner par élimination et non comme elle est fait dans la vie courante et la tradition scientifique défectueuse par simple énumération. Ainsi, il a souligné la plus grande force de l'exemple négatif. Le fait que si tous les A sont B
n'est que très fiablement conformé par ces A et B. Il est démontré de manière concluante qu'il est faux, pas ce A n'est pas B. Il a conçu du tableau ou de dispositif formel pour la présentation d'éléments de preuves singuliers afin de faciliter la découverte rapide de fausses généralisations. Ce qui servait à cette sélection éliminatoire suppose Bacon peut être considéré comme vrai. Bacon présente des tableaux de présence, d'absence et de degrés. Les tables de présence contiennent une collection de cas dans lesquels une propriété spécifique est trouvée. Ils sont ensuite comparés les uns aux autres pour voir quelles autres propriétés sont toujours présentes. Toute propriété non présente dans un seul cas de telle collection ne peut pas être une condition nécessaire de la propriété étudiée. Deuxièmement, il y a le table d'absence qui répertorie le cas le plus semblable possible au cas de table de présence, à l'exception de bienfaisant l'objet de l'enquête. Toute propriété qui se trouve dans le second cas ne peut être une condition suffisante de la propriété d'origine. Enfin, dans des tableaux de degrés, les variances proportionnelles de deux propriétés sont comparées pour voir si la proportion est maintenue. Fait naturel qui était certain et au-delà de tout doute raisonnable. Mais il hésita pour une raison secondaire insuffisante. L'application de ce table a une masse d'évidence singulière. Disons-ils, ne donnerait qu'un premier cru une approximation provisoire de la vérité à cause des défauts de l'histoire naturelle, c'est-à-dire des défauts ignorants à la formulation de la preuve. Il existe cependant des difficultés plus sérieuses, une évidence que Bacon a supposé à la fois que chaque propriété que la science naturelle pouvait étudier a en fait une autre propriété qui est à la fois sa condition nécessaire et suffisante. Une inversion très forte du déterminisme. Et aussi que la propriété conditionnante dans chaque cas est facilement détectable. C'est qu'il s'était lui-même imposé comme la tâche de la métaphysique dans son sens naturel théorique en termes du XXe siècle, à savoir la découverte des formes cachées qui expliquaient ce qui est observé, faisait en sorte que le table ne pouvait pas servir à cette tâche, puisqu'elle se bornait aux accompagnements sensibles de ce qui est à expliquer. Ce point est sous-entendu par le critique tant accusé Bacon ne pas reconnaître le rôle indispensable des hypothèses en sciences. En général, il a adopté une vision naïve et réfléchie de la nature des causes, ignorant leur possible complexité et pluralité, souligné par John Stuart Mill après, ainsi que la possibilité qu'elle puisse être à une certaine distance dans l'espace et le temps de leurs effets. Une autre faiblesse pas suffisamment soulignée est la préoccupation de Bacon pour le statistique. Le statique. Pardon, le statique. Merci. La science qui a atteint une glorieuse maturité de son propre siècle s'intéressait au changement, en particulier au mouvement, comme la science naturelle du XXe siècle. C'est avec cet aspect du monde naturel que les mathématiques, dont Bacon n'a pas vu le rôle, ont été si fructueusement saisies. La conception d'un établissement de recherche scientifique que Bacon a développé dans son Utopie, la Nouvelle Atlantide, peut être une contribution plus importante à la science que sa théorie de l'induction. J'ai l'idée de la science comme entreprise collaborative
mené d'une manière impersonnelle et méthodique, est animé par l'intention et de donner des avantages matériels à l'humanité, est exposé avec une force littéraire. Maintenant, la philosophie humaine chez Bacon, sur Francis Bacon. Bien que, comme on l'a souligné plus haut, le récit programmatif de Bacon sur la philosophie humaine et civique, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, la traite comme une question d'art pratique ou de technique, ses propres aventures dans l'histoire et la jurisprudence, en tout cas étayées d'une distribution fortement théorique. Son histoire de règne de roi Henri VII est une histoire explicative et interprétative, donnant un sens à la politique du roi en le faisant remonter à son caractère prudent, économe et secret. De même, ses réflexions sur le droit sont une véritable jurisprudence et non le type de commentaires éclairés par des précédents avec lesquels la plupart des juristes de son temps étayés continuent. En politique, Bacon était aussi soucieux de détacher l'État de la religion qu'il était de démêler la science de celle-ci. Les deux préoccupations étant révélatrices d'un très faible enthousiasme positif pour la religion, malgré la profession formelle de profondes conventions de respect qui lui étaient arrachées. Il a approuvé la monarchie et l'a défendue contre l'obstruction légale parce qu'elle était rationnelle et efficace. Il n'avait aucune patience avec les inepties du droit divin dont Bacon a peu écrit sur l'éducation. Mais son assaut mémorable contre l'obsession scolastique de mots est une obsession largement reprise, quoique dans deux mots différents par les humanistes, a porté ses fruits dans la théorie pédagogique qui a reconnu l'influence de Bacon dans son argument selon lequel les enfants devraient étudier de choses réelles ainsi que de livres. Maintenant, conclusion, héritage et influence. La personnalité de Bacon a généralement été considérée comme peu attrayante. Il avait le cœur froid, reculé devant les puissants, eût accepté de pots de vin, puis avait l'impudence de dire qu'il n'avait pas été influencé par eux. Il n'y a aucune raison de mettre en cause cette appréciation dans ses fondements. C'était un monde difficile pour quelqu'un dans sa situation de faire bonne figure. Et il n'a pas essayé de le faire. Le style sinistrement pratique de sa personnalité se reflète dans le service particulier qu'il a pu rendre en montrant un esprit purement sculier de la plus haute puissance intellectuelle au travail. Personne qui écrivait aussi bien ne pouvait être insensible à l'art, mais personne avant lui n'avait jamais exclu l'art du domaine cognitif avec autant d'intransigeance. Bacon était un héros pour Robert Hooke et Robert Boyle, fondateurs de la Royal Society. John d'Alembert, classant les sciences dans l'encyclopédie, le salua. Kant, assez surprenant pour quelqu'un de si soucieux de limiter la science pour faire place à la foi. Lui a dédié la critique de l'Empire. Il a été attaqué par Joseph de Maistre pour avoir opposé la misérable raison de l'homme à Dieu, mais glorifié par Auguste Comte. Il était suggéré que la pensée de Bacon n'a reçu une reconnaissance appropriée qu'avec la biologie du XIXe siècle qui
contrairement à la physique mathématique, est vraiment baconienne dans sa procédure. Darwin le pensait sans doute la conviction de Bacon qu'une nouvelle science pourrait contribuer à soulager la succession de l'homme devait également attendre son heure. Euh, Au XVIIe siècle, les principales inventions issues de la science étaient des instruments qui permettaient à la science de progresser davantage. Aujourd'hui, Bacon est surtout connu parmi les philosophes comme le symbole de l'idée, largement considérée comme erronée, que la science est inductive, bien qu'il y ait plus dans sa pensée que cela. Elle est en effet centrale. Mais même s'il est faux, il vaut mieux qu'il soit audacieusement et magnifiquement présenté. Merci bien. Voilà, notre intervention est terminée. Au revoir pour une autre intervention. Merci.